Salut, c'est Timothée, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on lit des livres en entier sur plusieurs épisodes. Aujourd'hui, épisode 2 de la lecture de Discours de Suède d'Albert Camus. Donc la dernière fois, on a lu le discours qu'il a donné lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature. Et aujourd'hui, on va lire ensemble un premier passage de sa conférence du 14 décembre 1957, conférence intitulée « L'artiste et son temps », qui a été prononcée dans le grand amphithéâtre de l'université d'Uppsala. Alors sans plus attendre, prenez un café, une tisane, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez, même une glace si vous avez envie, et plongez-vous avec moi dans les lectures de cette conférence. C'est parti. Un sage oriental demandait toujours dans ses prières que la divinité voulût bien lui épargner de vivre une époque intéressante. Comme nous ne sommes pas sages, la divinité ne nous a pas épargnés et nous vivons une époque intéressante. En tout cas, elle n'admet pas que nous puissions nous désintéresser d'elle. Les écrivains d'aujourd'hui savent cela. S'ils parlent, les voilà critiqués et attaqués. Si devenus modestes, ils se taisent, on ne leur parlera plus que de leur silence pour le leur reprocher bruyamment. Au milieu de ce vacarme, l'écrivain ne peut plus espérer se tenir à l'écart pour poursuivre les réflexions et les images qui lui sont chères. Jusqu'à présent, et tant bien que mal, l'abstention a toujours été possible dans l'histoire. Celui qui n'approuvait pas, il pouvait souvent se taire ou parler d'autre chose. Aujourd'hui, tout est changé. Le silence même prend un temps redoutable, prend un sens redoutable. À partir du moment où l'abstention elle-même est considérée comme un choix, puni ou loué comme tel, l'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué. Embarqué me paraît ici plus juste qu'engagé. Il ne s'agit pas en effet pour l'artiste d'un engagement volontaire, mais plutôt d'un service militaire obligatoire. Tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps. Il doit s'y résigner, même s'il juge que cette galère sent le hareng, que les gardes chiournes y sont vraiment nombreux, et que, de surcroît, le cap est mal pris. Nous sommes en pleine mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir, s'il le peut, c'est-à-dire en continuant de vivre et de créer. Je ne sais pas si vous entendez les cloches dans le micro, mais c'est un peu gênant. Reprenons. À vrai dire, ce n'est pas facile et je comprends les artistes regrettent leur ancien confort. Pardon, je reprends. À vrai dire, ce n'est pas facile et je comprends que les artistes regrettent leur ancien confort. Le changement est un peu brutal. Certes, il y a eu toujours dans l'histoire le martyr et le lion. Le premier se soutenait de la consolation éternelle, le second de nourriture historique bien saignante. Mais l'artiste jusqu'ici était sur les gradins, il chantait pour rien, pour lui-même, ou, dans le meilleur des cas, pour encourager le martyr et distraire un peu le lion de son appétit. Maintenant, au contraire, l'artiste se trouve dans le cirque. Sa voix, forcément, n'est plus la même. Elle est beaucoup moins assurée. On voit bien tout ce que l'art peut perdre à cette constante obligation. L'aisance d'abord, et cette divine liberté qui respire dans l'œuvre de Mozart. On comprend mieux l'air hagard et buté de nos œuvres d'art, leurs fronts soucieux et leurs débâcles soudaines. On s'explique que nous ayons ainsi plus de journalistes que d'écrivains, plus de boy scouts de la peinture que de Cézanne, et qu'enfin la bibliothèque rose ou le roman noir ait pris la place de la Guerre et Paix ou de la Chartreuse de Parme. Bien entendu, on peut toujours opposer à cet état des choses la lamentation humaniste de venir que Stéphane Trofimovitch, dans Les Possédés, veut être à toute force. Le reproche incarné. Donc Les Possédés, qui est un roman de Dostoïevski. Très bon par ailleurs. Reprenons. On peut aussi avoir comme personnage des accès de tristesse civique. Mais cette tristesse ne change rien à la réalité. Il vaut mieux, selon moi, faire sa part à l'époque puisqu'elle la réclame si fort et reconnaître tranquillement que le temps des chers maîtres, des artistes à camélias et des génies montés sur fauteuil est terminé. Créer aujourd'hui, c'est créer dangereusement. Toute publication est un acte et cet acte expose aux passions d'un siècle qui ne pardonne rien.
La question n'est donc pas de savoir si cela est ou n'est pas dommageable à l'art. La question, pour tous ceux qui ne peuvent vivre sans l'art et ce qu'il signifie, est seulement de savoir comment, parmi les polices de tant d'idéologies, l'étrange liberté de la création reste possible. Il ne suffit pas de dire à cet égard que l'art est menacé par les puissances d'État. Dans ce cas, en effet, le problème serait simple. L'artiste se bat ou capitule. Le problème est plus complexe, plus mortel aussi, dès l'instant où l'on s'aperçoit que le combat se livre au-dedans de l'artiste lui-même. La haine de l'art, dont notre société offre de si beaux exemples, n'a tant d'efficacité, aujourd'hui, que parce qu'elle est entretenue par les artistes eux-mêmes. Le doute des artistes qui nous ont précédés touchait à leur propre talent. Celui des artistes d'aujourd'hui touche à la nécessité de leur art, donc à leur existence même. Racine, en 1957, s'excuserait d'écrire Bérénice au lieu de combattre pour la défense de l'édit de Nantes. Cette mise en question de l'art par l'artiste a beaucoup de raisons, dont il ne faut retenir que les plus hautes. Je ne sais pas si la liaison se fait. Tant pis, reprenons. Elle s'explique, dans le meilleur des cas, par l'impression que l'on peut avoir l'artiste. J'ai du mal. En fait, j'ai fait une première lecture et j'avais oublié de mettre mon micro, donc je suis un petit peu fatigué. Mais je me concentre. Reprenons. Désolé. Elle s'explique, dans le meilleur des cas, par l'impression que peut avoir l'artiste contemporain de mentir ou de parler pour rien, s'il ne tient compte des misères de l'histoire. Ce qui caractérise notre temps, en effet, c'est l'irruption des masses et de leurs conditions misérables devant la sensibilité contemporaine. On sait qu'elles existent, alors qu'on avait tendance à l'oublier. Et si on le sait, ce n'est pas que les élites, artistiques ou autres, soient devenues meilleures, non, rassurons-nous, c'est que les masses sont devenues plus fortes et empêchent qu'on les oublie. Il y a d'autres raisons encore, et quelques-unes moins nobles, à cette démission de l'artiste. Mais quelles que soient ces raisons, elles concourent au même but, décourager la création libre en s'attaquant à son principe essentiel, qui est la foi du créateur en lui-même. L'obéissance d'un homme à son propre génie, a dit magnifiquement Emerson, c'est la foi par excellence. Un autre écrivain américain du XIXe ajoutait « Tant qu'un homme reste fidèle à lui-même, tout abonde en son sens, gouvernement, société, le soleil même, la lune et les étoiles. » Ce prodigieux optimisme semble mort aujourd'hui. L'artiste, dans la plupart des cas, a honte de lui-même et de ses privilèges s'il en a. Il doit répondre avant toute chose à la question qu'il se pose, l'art est-il un luxe mensonger ? La première réponse honnête que l'on puisse faire est celle-ci. Il arrive en effet que l'art soit un luxe mensonger. Sur la dunette des galères, on peut toujours et partout, nous le savons, chanter les constellations pendant que les forçats rament et s'exténuent dans la cale. On peut toujours enregistrer la conversation mondaine qui se poursuit sur les gradins du cirque pendant que la victime craque sous la dent du lion. Et il est bien difficile d'objecter quelque chose à cet art qui a connu de grandes réussites dans le passé. Sinon ceci que les choses ont un peu changé et qu'en particulier le nombre des forçats et des martyrs a prodigieusement augmenté sur la surface du globe. Devant tant de misère, cet art, s'il veut continuer à être un luxe, doit accepter aujourd'hui d'être aussi un mensonge. De quoi parlerait-il en effet ? S'il se conforme à ce que demande notre société dans sa majorité, il sera divertissement sans portée. S'il la refuse aveuglément, si l'artiste décide de s'isoler de son rêve, il n'exprimera rien d'autre qu'un refus. Nous aurons ainsi une production d'amuseurs ou de grammariens de la forme, qui, dans les deux cas, aboutit à un art coupé de la réalité vivante. Depuis un siècle environ, nous vivons dans une société qui n'est pas la société de l'argent. L'argent ou l'or peuvent susciter des passions charnelles, mais celle des symboles abstraits de l'argent. La société des marchands peut se définir comme une société où les choses disparaissent au profit des signes. Quand une classe dirigeante mesure ses fortunes non plus à l'arpent de terre ni au lingot d'or, mais au nombre de chiffres correspondant idéalement à un certain nombre d'opérations d'échange, elle se voue du même coup
à mettre une certaine sorte de mystification au centre de son expérience et de son univers. Une société fondée sur des signes est dans son essence une société artificielle où la vérité charnelle de l'homme se trouve mystifiée. On ne s'étonnera pas alors que cette société ait choisi, pour en faire sa religion, une morale de principe formelle et qu'elle écrive les mots de liberté et d'égalité aussi bien sur ses prisons que sur ses temples financiers. Cependant, on ne prostitue pas impunément les mots. La valeur la plus calomniée aujourd'hui est certainement la valeur de liberté. De bons esprits, j'ai toujours pensé qu'il y a deux sortes d'intelligence, l'intelligence intelligente et l'intelligence bête, mettent en doctrine qu'elle n'a rien qu'un obstacle sur le chemin du vrai progrès. Mais des sottises aussi solennelles ont pu être proférées que parce que pendant 100 ans, la société marchande a fait de la liberté un usage exclusif et unilatéral, l'a considérée comme un droit plutôt que comme un devoir, et n'a pas craint de placer aussi souvent qu'elle a pu une liberté de principe au service d'une oppression de fait. Dès lors, quoique de surprenant, si cette société n'a demandé à l'art d'être un instrument de libération, mais un exercice sans grandes conséquences et un simple divertissement. Tout un beau monde, où l'on avait surtout des peines d'argent et seulement des ennuis de cœur, s'est ainsi satisfait pendant des dizaines d'années de ces romanciers mondains et de l'art le plus futile qui soit. Celui à propos duquel Oscar Wilde, songeant à lui-même avant qu'il ait connu la prison, disait que le vice suprême est d'être superficiel. Les fabricants d'art, et je n'ai pas encore dit les artistes, de l'Europe bourgeoise, avant et après 1900, ont ainsi accepté l'irresponsabilité que la responsabilité supposait d'une rupture épuisante avec leur société. Ceux qui ont vraiment rompu s'appelaient Rimbaud, Nietzsche et Steinberg, et l'on connaît le prix qu'ils ont payé. C'est de cette époque que date la théorie de l'art pour l'art, qui n'est que la revendication de cette irresponsabilité. L'art pour l'art, le divertissement d'un artiste solitaire, est bien justement l'art artificiel d'une société factice et abstraite. Son aboutissement logique, c'est l'art des saisons, ou l'art purement formel, qui se nourrit des préciosités et d'abstractions et qui finit par la destruction de toute réalité. Quelques œuvres enchantent ainsi quelques hommes, tandis que beaucoup de grossières inventions en corrompent beaucoup d'autres. Finalement, l'art ne se constitue en dehors de la société et se coupe de ses racines vivantes. Peu à peu, l'artiste, même très fêté, est seul, ou du moins n'est plus connu de sa nation que par l'intermédiaire de la grande presse ou de la radio qui en donneront une idée commode et simplifiée. Plus l'artiste se spécialise, en effet, et plus nécessaire devient la vulgarisation. Des millions d'hommes auront ainsi le sentiment de connaître tel ou tel grand artiste de notre temps parce qu'ils ont appris par les journaux qu'il élève des canaris ou qu'il ne se marie jamais que pour 6 mois. La plus grande célébrité aujourd'hui consiste à être admiré ou détesté sans avoir été lu. Tout artiste qui se mêle de vouloir être célèbre dans notre société doit savoir que ce n'est pas lui qui le sera, mais quelqu'un d'autre, sous son nom, qui finira par lui échapper et, peut-être un jour, par tuer en lui-même le véritable artiste. Comment s'étonner dès lors que presque tout ce qui a été créé de valable dans l'Europe marchande du XIXe et du XXe siècle, en littérature par exemple, soit édifié contre la société de son temps. On peut dire que jusqu'au reproche de la Révolution française, la littérature en exercice est en gros une littérature de consentement. À partir du moment où la société bourgeoise, issue de la Révolution, est stabilisée, se développe au contraire une littérature de révolte. Les valeurs officielles sont alors niées, chez nous par exemple, soit par les porteurs de valeurs révolutionnaires, des romantiques à Rimbaud, soit par les mainteneurs de valeurs aristocratiques dont Vigny et Balzac sont de bons exemples. Dans les deux cas, peuple et aristocratie, qui sont les deux sources de toute civilisation, s'inscrivent contre la société factice de leur temps. Mais ce refus, trop longtemps maintenu et raidi, est devenu factice lui aussi, et conduit à une autre sorte de stérilité. Le thème du poète maudit, né dans une société marchande, Chatterton en est une belle illustration,
s'est durci dans un préjugé qui finit par vouloir qu'on ne puisse être un grand artiste que contre la société de son temps, quelle qu'elle soit. Légitime à son origine quand il affirmait qu'un artiste véritable ne pouvait composer avec le monde de l'argent, le principe est devenu faux lorsqu'on en a tiré qu'un artiste ne pouvait s'affirmer qu'en étant contre toute chose en général. C'est ainsi que beaucoup de nos artistes aspirent à être maudits, ont une mauvaise conscience à ne pas l'être, et souhaitent en même temps l'applaudissement et le sifflet. Naturellement, la société, étant aujourd'hui fatiguée ou indifférente, n'applaudit et ne siffle que par hasard. L'intellectuel de notre temps n'en finit pas alors de se raidir pour se grandir. Mais à force de tout refuser, et jusqu'à la tradition de son art, l'artiste contemporain se donne l'illusion de créer sa propre règle et finit par se croire Dieu. Du même coup, il croit pouvoir créer sa réalité lui-même. Il ne créera pourtant, loin de sa société, que des œuvres formelles ou abstraites, émouvantes en tant qu'expérience, mais privées de la fécondité propre à l'art véritable dont la vocation est de rassembler. Pour finir, il y aura autant de différences entre les subtilités ou les abstractions contemporaines et l'œuvre d'un Tolstoï ou d'un Molière qu'entre la traite escomptée d'un blé sur un blé invisible et la terre épaisse du sillon lui-même. Merci d'avoir suivi la lecture, malgré le fait que j'ai buté sur les mots. Mais en tout cas, c'était vraiment un très très beau texte et j'espère que vous avez pu l'apprécier autant que je l'apprécie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, pour terminer cet ouvrage. Et je vous dis à très très vite. Merci encore, c'était Timothée.